Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce coup de cœur du mois de mai 2019. C'est Martin de la zone Jeux de société. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un beau mois de mai. Moi, de mon côté, ça a été un mois de mai assez chargé, mais pas au niveau des jeux de société. Je vous dirais que ça a été un mois qui a été rempli de plusieurs petits projets en lien avec l'école, étant donné que j'enseigne en 5e secondaire, qui est la fin du secondaire ici au Québec. Bien, on a souvent une cérémonie des toges où on remet des diplômes aux élèves et je me suis occupé de faire le montage, évidemment, des vidéos de l'école et ça a été quand même assez chargé, ce qui fait en sorte que j'ai joué un petit peu moins de jeux pendant le mois de mai. Puis, je vais être honnête avec vous autres, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Je pense que c'est la première fois depuis que j'ai commencé ce segment que j'ai pas vraiment joué à un jeu qui est venu énormément me chercher. J'ai joué à Champions of Ara de Greenbrier Games que j'ai trouvé bof. Je vous dirais que j'ai joué aussi à Hellboy de Board Game que j'ai trouvé correct sans plus. Là, je veux dire, c'est un jeu qui va probablement demeurer dans ma collection pour l'instant. C'est un bon jeu de dés. Celui qui a passé proche de gagner la palme du jeu du mois, c'est celui-ci, c'est Arkham Noir, qui est un petit jeu solitaire plutôt intéressant et quand même très fun. Moi, je le prends ça comme étant justement un genre de solitaire différent, moderne, où on doit faire une enquête dans le monde de M. Lovecraft. Et puis, les dessins sont super beaux, mais c'est correct, je veux dire, j'aime ça, mais c'est pas un jeu qui est vraiment énormément venu me chercher et j'ai toujours pas reçu mon 7e continent, donc l'extension. Tout le monde l'a reçu, tout le monde dans mon entourage, même Stéphane a reçu l'extension du 7e continent et je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Fait que c'est quoi mon coup de cœur du mois de mai? Ben, techniquement, c'est pas au mois de mai, mais je vais vous le dire, c'est quoi mon coup de cœur quand même. C'est les Meeple Olympiades. Oui, l'édition 2019 des Meeple Olympiades qui a eu lieu samedi dernier. Même si au mois de juin, je me permets quand même de mettre mon coup de cœur du mois de mai. Quelle belle organisation. David Couteau avec sa gang. Ils nous ont reçus comme des maîtres à l'école secondaire de la Bernard Gariepi de Sorel-Tracy. Il y avait une centaine de personnes. Il y avait des jeux partout. La compétition était bien ficelée. Tout était bien organisé, bien expliqué. L'ambiance a été magnifique. J'ai eu du plaisir et j'ai pour l'instant joué à mon coup de cœur du mois de juin. Je peux vous dire ça. Je vais vous en parler plus tard. Mais je peux vous dire que mon coup de cœur du mois de juin, il est déjà dans ma tête. Il faut qu'il y ait un jeu qui batte ce jeu-là. Moi, j'ai joué, j'ai fait partie de la compétition avec Jean-Philippe et Vincent de l'École du jeu. J'avais mon grand ami Martin Montreuil de la Société des jeux. Quelle journée magnifique. David, tu as vraiment un super événement. Et je vous invite fortement, si vous avez la possibilité l'année prochaine, de participer au Meeple Olympiade, de le faire soit dans la compétition, mais même si ce n'est pas la compétition, juste de venir jouer avec nous pendant une journée dans une ambiance magnifique. Hey, c'est mon coup de cœur du mois de mai, les Meeple Olympiades, mesdames et messieurs. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juin. On se revoit alors que je vais probablement être sur le bord de commencer mes vacances. Fait que, hey, on passe au prochain. Bye bye tout le monde. Un autre mois de terminé, c'est le temps du coup de cœur. Donc souvent les coups de cœur des différents collaborateurs sont souvent des jeux qui viennent de sortir ou des jeux très tendance. Aujourd'hui, mon coup de cœur, c'est un jeu qui est pas
c'est pas un vieux jeu nécessairement, mais c'est pas une des dernières nouveautés tendance. C'est également pas un jeu qui va faire mon top ou qui va se retrouver sur beaucoup de palmarès. Mais par exemple, c'est un jeu que j'ai particulièrement apprécié. Le jeu Harvest. Donc, Harvest est un jeu de Trey Chambers, de TMG Games. Si le design visuel vous est familier, c'est que il y a un jeu qui s'appelle Harbor qui est sorti il y a déjà quelques années. Donc, il réutilisait le même monde fantastique, mais c'est un designer tout à fait différent. Dans Harvest, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le nom dit, on va cueillir des légumes. Le jeu est un jeu de ferme, mais très léger. Donc, c'est pas un jeu compliqué, mais c'est pas nécessairement non plus un jeu trop facile. Donc, c'est un jeu qui est quand même rapide, qui se joue à peu près 30 minutes, où on va incarner un fermier fantastique, où on va devoir planter des graines pour pouvoir récolter des légumes. Le jeu, comme je dis, à la base est très simple, un placement d'ouvriers, tout ce qui est plus classique, mais le jeu utilise également des cartes d'initiative qui sont très très agréables. Le concept des cartes d'initiative, c'est que en début de ronde, on va choisir une carte. Et si on sélectionne une carte avec un chiffre très bas, ça va vouloir dire qu'on va agir très tôt dans le round. Donc on va avoir accès aux meilleurs endroits. Donc contrairement à beaucoup de placements d'ouvriers où le premier joueur est très important, mais là, le premier joueur va être fait avec les cartes d'initiative. Donc on va cependant avoir un bonus, mais un bonus qui sera pas très intéressant. Cependant, si on prend une carte qui a un gros chiffre, fait en sorte qu'on va jouer très tard dans la ronde, mais par exemple, on va retirer beaucoup plus de bénéfices. Donc, on a une espèce de petit jeu à faire. Est-ce qu'on veut jouer rapidement pour pouvoir avoir accès au spot qu'on a envie ou encore on veut jouer plus tard dans le round pour pouvoir bénéficier d'un gros bonus immédiat? Harvest révolutionne rien. C'est un worker placement, un placement d'ouvriers, tout ce qui est plus pas générique parce que je veux pas rien enlever au jeu, mais c'est pas un jeu exceptionnel, c'est pas un jeu qui va faire mon top, c'est pas un jeu qui va dire waouh, OK, ça vient de révolutionner l'industrie. Non, mais comme on dirait, ça fait la job. Puis moi, j'ai bien apprécié le jeu et c'est mon coup de cœur du mois, le jeu Harvest. Et bonjour, de mon côté, pour mon coup de cœur du mois de mai 2019, j'en ai pas présenté non plus pour le mois d'avril, mais ça va être le même quand même, vu qu'en avril, j'avais pas beaucoup eu le temps de jouer à des jeux, j'avais plus ou moins eu de coups de cœur. Donc, par contre, au mois de mai, j'en ai eu un qui m'a vraiment tombé dans l'œil, et c'est le jeu Tiny Towns. Je sais qu'il y en a qui en avaient déjà parlé dans les autres coups de cœur, je crois. Je suis plus certain, mais Tiny Towns m'a vraiment surpris par sa simplicité de jeu. Le fait que c'est juste une grille 4x4 où on met des petits cubes puis on construit des bâtiments. Mais tout se joue dans l'aspect que c'est chacun des joueurs à tour de rôle qui va choisir quel cube on va choisir, quel cube tous les joueurs vont placer sur leur plateau. Et avec ces cubes-là, on a des cartes qui nous disent quelle configuration de cube va nous dire quel bâtiment on peut construire, comme on voit un peu ici. Donc, comme une ligne ici, 2 gris, 1 bleu. Et donc, on a plusieurs bâtiments comme ça qui vont être demandés au cours de la partie. Pas demandés, mais être optionnels à construire. Et chacun va nous donner des points en fonction de différentes conditions. Et ces différents bâtiments-là, ils peuvent être interchangés là, pour les parties suivantes. Donc, ça crée une bonne rejouabilité au jeu. Et c'est tellement simple, mais à la fois tellement compliqué parce qu'on peut se bloquer assez facilement sur certains bâtiments qui sont plus compliqués à construire, qui ont des formes un peu plus complexes. Et si on construit un bâtiment, des fois, ça nous bloque totalement. Et des cubes qu'on a placés, ne servent pas à rien. Donc, ça nous bloque et ça devient une roue qui tourne. Pas une roue qui tourne, mais une espèce de problème qu'on s'auto-crée en laissant des cubes sur notre plateau. Et donc, ça devient beaucoup plus difficile après ça à construire d'autres bâtiments. Donc, c'est cet aspect-là que j'ai trouvé très intéressant dans Tiny Towns. Ça m'a vraiment agréablement surpris comme jeu. Je l'ai joué à 3, 4 et en solo. Probablement qu'à 6, ça va être un petit peu plus hasardeux vu que ça revient seulement une fois sur 6 que c'est nous qui va choisir le cube. Donc, ça peut être plus difficile de se planifier à mon avis, mais malgré tout, je pense que ça reste un très bon jeu à 3-4 joueurs. J'ai bien apprécié l'expérience. Donc, c'était mon coup de cœur pour le mois de mai 2019. Donc, c'était Tiny Towns. Alright, salut les gamers, mon nom c'est Pierre-Marc, je suis en compagnie de Pierre. Et on vous présente notre coup de cœur du mois de mai. Alors, on aimerait remercier Professeur Board Game de nous offrir une petite tribune. Ouais, comme toujours. Et voilà. Alors, moi, je commence, Pierre. Vas-y donc. Mon jeu du mois de mai, mon coup de cœur, c'est un jeu que j'avais déjà joué, mais seulement en version imprimée chez moi parce que je ne pouvais plus de l'attendre.
Parce que j'avais trop joué à son successeur. Plutôt son ancêtre. Son ancêtre, oui, plutôt. Ou sa première version. Sa première version, oui. Alors, il s'agit de vraiment très futé. Twice as clever. Doppelt. Oh, je me risquerai pas sur l'allemand. Alors, c'est un successeur de Très futé, comme vous aurez deviné, de Wolfgang Warsch, qui est un roll and write, un papier et crayon. Grille à remplir. Et grille à remplir, comme dit Pierre, bien sûr. Et c'est un jeu de combo de dés super addictif. Et au mois de mai, j'ai pas eu beaucoup le temps de jouer, mais celui-là, entre deux tâches à la maison, c'était rapide, puis ça me donnait mon fixe de jeu de société. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est un peu plus, à la fois plus ouvert, mais plus difficile que Très futé. Un peu moins accessible à un premier joueur. Donc je trouve que Très futé reste un meilleur, peut-être, meilleure approche là, pour une première partie d'un de ces deux-là. Mais si on a joué beaucoup de parties de Très futé, je pense qu'il y a une meilleure durée de vie. Là. On peut jouer pendant plus longtemps, là, plus de parties sans se tanner. Parce que dans Très futé, je trouve qu'il y a quand même une stratégie optimale, une façon de faire des points meilleurs que les autres, tandis que dans celle-ci, c'est moins clair s'il y a une meilleure stratégie ou pas. Il y a un petit peu plus de chance par contre, là, mais ouais, beaucoup aimé ce niveau de Wolfgang Warsch. OK. Pierre? Ben, mon coup de cœur, moi, c'est ça. Et ce petit jeu de cartes que probablement peu de gens connaissent parce que c'est quand même une toute petite maison d'édition de France qui a sorti ça il y a quelques mois. En France, évidemment. Donc, ça s'appelle La Grande Évasion. Et c'est fait par un monsieur qui est très connu pourtant. C'est fait par l'auteur de Seven Wonders et de Takenoko et de Tokaido. Ghost Stories. Et de Ghost Stories. Donc, monsieur Boza, qui a été aussi l'auteur d'un tout petit jeu de cartes coopératif, le seul à ce jour, au moment où on se parle, qui a gagné le Spiel des CRS, le jeu Anabi, qui a été édité à l'origine par le même éditeur qui a fait ce jeu-là, avant qu'Anabi devienne vraiment le succès qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a comme une espèce d'histoire de loyauté entre Antoine Boza et la maison Les 12 Singes qui a fait ça, qui est en fait en partenariat avec Brajolon, que je peux voir ici, qui est une autre petite maison d'édition naissante, je pense, en France. La Grande Évasion, comme son nom le dit, c'est un jeu où on va s'évader d'une prison. Et ça va faire penser pour des joueurs qui connaissent bien les jeux, à des jeux comme Les Cités perdues ou Shotun Totten, c'est-à-dire qu'on va jouer des cartes là-dedans en colonne. Et ces cartes-là, par contre, vont être altérées. C'est-à-dire qu'on va en jouer une face visible et l'autre face cachée, et l'autre face visible et l'autre face cachée. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours nous qui jouons les cartes. On peut jouer une carte à un endroit, on peut en jouer un autre à un autre endroit, mais dépendamment de la carte qui aura été jouée avant, si elle a été jouée face visible, il va falloir jouer notre carte face cachée. Ces cartes-là vont servir à atteindre un certain score dans différentes zones autour de la zone de jeu, finalement, la zone centrale, qui est une prison. Ça va servir, finalement, à savoir comment on veut s'évader. Est-ce qu'on veut s'évader en creusant un trou? Est-ce qu'on veut s'évader en sautant par-dessus un mur, ou plutôt en volant par-dessus un mur avec une machine? Est-ce qu'on veut s'évader simplement en catimini, dans l'ombrage? Ou est-ce qu'on veut s'évader en coupant des grillages de clôture? Et il y a un niveau de difficulté pour ça. Et si on n'atteint pas le niveau de difficulté en jouant les cartes, on n'arrive pas à s'évader. Donc, on va passer à une étape où tout le monde va jouer des cartes dans chacune des zones. Et ça peut arriver des fois que des zones n'aient pas de cartes du tout. D'autres fois, il va y avoir des cartes, des zones où ils vont avoir plein de cartes. Mais on ne saura pas toujours ça va être quoi la valeur absolue. Et là, une fois qu'on a tous passé cette étape-là, va venir le moment où est-ce on va devoir choisir dans quelle zone on veut s'évader, avec quelle manière. Et ça va dépendre aussi d'une carte d'identité secrète qu'on va avoir. Parce qu'on peut être un prisonnier ou un policier dans ce petit jeu-là. Et si on est un policier, on va être dans un endroit où on pense que les joueurs vont vouloir s'évader. Parce que si on est là présent en même temps qu'eux, ils ne réussissent pas à s'évader et ils ne font pas de points. Mais c'est la même chose aussi si les prisonniers essaient de s'évader dans un endroit où le score des cartes cumulées n'atteint pas le score qui est nécessaire à la zone d'évasion.
À la Cité perdue, d'où la référence. Exactement. Et pour savoir comment on décide où est-ce qu'on va s'évader, ben, il va y avoir des symboles que les joueurs vont devoir faire. S'ils font ça, par exemple, c'est qu'ils vont s'évader dans l'endroit où il faut couper le grillage de clôture. Ils se cachent pour pouvoir faire ces symboles-là? Ben, ils vont devoir, en fait, défaire un signal, 1, 2, 3, et après ça, ça va être comme un rush papier-ciseaux. S'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent aller couper la clôture. S'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent sauter par-dessus la barrière, ben, plutôt voler au-dessus de la barrière. S'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent aller en dessous de la terre. Et je pense que s'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent longer le long du mur pour aller faire le long barrage. Donc, s'ils sont tous si en fait ils sont au même endroit que le policier a fait ça, disons que moi je fais ça, puis le policier a fait ça, puis le policier est venu à la même place que moi, donc je me suis fait pogner. Mais si le policier a choisi un autre endroit, j'ai encore une chance de m'évader en tant que prisonnier, à condition que l'endroit où j'ai fait ça a cumulé une valeur qui est égale ou supérieure à la valeur nécessaire. Intéressant. C'est un jeu qui est plein de petites tensions, c'est tout simple, c'est très futé comme jeu. Et c'est le genre qu'on se fait surprendre, parce qu'il a l'air de rien ce jeu-là, juste à regarder la boîte, on est plus ou moins attiré par le jeu. Mais quand on découvre le jeu, il y a comme une petite finesse de tension puis d'excitation du jeu, de choses, l'espèce de feeling qu'on a quand on joue un jeu, est-ce qu'on dit toujours « est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais l'avoir? » Puis donc ça rend bien le thème à ce moment-là. Ça rend bien le thème, exactement. Donc, je le conseille vivement, si vous avez réussi à mettre la main dessus, évidemment. Ouais, sinon, ça va venir. Sinon, ça va probablement arriver, oui. Alors, merci de nous avoir écoutés, puis on se retrouve le mois prochain pour notre coup de cœur du mois de juin. Merci à tout le monde. Bye. Bye. Salut les gamers, c'est Bruno. Je suis ici pour vous parler de mon coup de cœur du mois de mai. Mon coup de cœur ce mois-ci, c'est un jeu que j'ai eu l'occasion de jouer au bureau. Avec mes collègues régulièrement à tous les midis, on se rencontre pour jouer à des jeux de société. Et ce mois-ci, j'ai été chanceux, j'ai des collègues qui ont apporté plein de nouveaux jeux. Des jeux récents comme Les Charlatans de Belcastel, Roots, des excellents jeux que j'ai adorés. Mais c'est pas ça mon coup de cœur pour ce mois-ci. Mon coup de cœur pour ce mois-ci, c'est Capitaine Sonore. Capitaine Sonore, c'est Battleship 4.0. C'est un Battleship immersif où on va jouer en équipe. Dans chaque équipe, chaque personne va avoir un rôle différent. Puis un des rôles, qui est un de mes préférés, et qui fait que c'est vraiment différent du Battleship, tant qu'à moi, c'est que c'est le rôle du spécialiste radio. C'est lui qui écoute le commandant adverse donner les directions au sous-marin. Parce que le commandant, il va donner des directions pour déplacer son sous-marin sur la carte, et le spécialiste radio, lui, va dessiner ça sur un acétate, et il va essayer de déduire, en fonction d'où sont placées les îles sous la carte, où il est le sous-marin adverse. Parce que plus il va y avoir de déplacement, plus ça va être difficile d'éviter des îles. Et après ça, pour le spécialiste radio, de déterminer la position du sous-marin. Le commandant, comme je l'ai dit, il donne des directions, mais aussi, il va lancer des commandes, comme lancer les missiles, larguer les mines. Il va aussi faire le mouvement silencieux, ou lancer des sonores pour essayer de déterminer la position de l'ennemi adverse. Et il va aussi déterminer quand on fait remonter le sous-marin à la surface. Les autres rôles qu'on a, qui sont aussi très le fun, c'est le mécanicien. Le mécanicien, lui, c'est de s'assurer, parce qu'à chaque déplacement, il va y avoir des pannes dans le sous-marin. Ça va de s'assurer de répartir les pannes au bon endroit dans le sous-marin, et que si ça devient trop critique, d'avertir le capitaine, ou justement, s'il fait bien sa job, les systèmes vont redevenir disponibles pour le capitaine. Il y a une autre job qui est celle de l'assistant capitaine, le second, je pense en français, qui est de lui aussi gérer les systèmes. Dans le fond, à chaque fois qu'il y a une commande, il active les systèmes, mais après un certain temps, les systèmes, ils peuvent être activés. Donc, c'est une collaboration beaucoup entre le second et le mécanicien les systèmes sont-ils disponibles et les systèmes sont-ils en panne. Si le sous-marin est trop proche d'être en panne, on doit remonter à la surface pour le réparer. Quand le sous-marin est à la surface, ça c'est le fun parce qu'on peut jouer il y a deux façons de jouer. Il y a le temps réel, puis le temps réel, quand le sous-marin remonte à la surface, il faut que tous les joueurs de l'équipe dessinent sur un sous-marin sans toucher des lignes pour réussir à réparer le sous-marin. Puis ça, c'est là le temps qu'on perd à réparer le sous-marin. Dans le fond, pendant ce temps-là, l'équipe ennemie continue de lancer des commandes. Le spécialiste radio, il faut qu'il continue d'écouter. Et quand on a fini de dessiner le sous-marin, on fait vérifier par l'autre équipe, le sous-marin est beau, on peut replonger. Et, par exemple, quand on monte à la surface, ça donne notre position dans un certain secteur à l'autre équipe. Bref, c'est un jeu super immersif, où on est en train tout le temps de se donner des ordres dans l'équipe. L'autre équipe, faut qu'il soit attentif à ce qui se dit. J'adore le sentiment d'être dans le sous-marin avec mon équipe. Si vous connaissez pas ce jeu-là, je vous recommande fortement d'y jouer. Merci David, à la prochaine! Salut à tous, je suis contente de vous retrouver. Une fois par mois, ça commence à être mon petit rituel et ça me fait plaisir parce que du coup, ça me permet de partager avec vous des choses un peu spéciales et
je suis surtout toujours hyper bien accompagnée et en même temps, du coup, quand je regarde la vidéo, ça me permet de voir les sélections des autres et de découvrir chaque fois des trucs hyper intéressants. Moi, je vais vous parler ce mois-ci de mon coup de cœur. J'ai joué à pas mal de choses parce que du coup, je suis contente. J'ai eu vraiment pas mal de soirées où j'ai pu tester plein de trucs, c'était très chouette. Mais il y a vraiment un truc qui a dépassé toutes mes espérances, qui m'a vraiment fait le cœur en joie. Et je suis hyper contente parce que j'en attendais énormément. Et il s'agit du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Alors, j'étais hyper hypée, mais de ouf, parce que je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un univers qui m'a accompagnée toute mon adolescence. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je garde très précieusement dans mon cœur. Et autant j'avais joué à pas mal de jeux dans cette licence et j'avais trouvé ça chouette, autant j'avais jamais ressenti ce sentiment d'aventure que je pouvais avoir eu en regardant les films ou en lisant les bouquins. Et ici, justement, je suis très contente parce que un de mes jeux préférés, c'était Descent. Excepté le fait qu'il y avait le hasard des dés, qui est vraiment la chose la plus frustrante quand les dés sont contre vous. Et en fait, Voyage en Terre du Milieu reprend un petit peu un mix des éléments de Descent, des éléments des Demeures de l'Épouvante, mélange le tout, garde que le meilleur, et en plus se drape dans la magnifique licence du Seigneur des Anneaux. Donc vraiment en tout point une énorme réussite. C'est un jeu qui va se jouer avec une application obligatoire. Je sais qu'il y a des gens qui détestent ça parce que le problème c'est que du coup parfois on est un peu plus sur son téléphone que sur la table du jeu. Mais en réalité, on a quand même pas mal d'échanges, on réfléchit beaucoup, on cause énormément avec ses partenaires et en plus ça peut se jouer solo, mais moi je préfère quand même ce genre de jeu le partager. Et ce qui est génial, c'est que vous allez vraiment sentir ce sentiment d'héroïsme, mais pas héroïsme gratuit. Ce qu'il y a, c'est que c'est le Seigneur des Anneaux, donc nos héros sont de bons combattants, sont des gens très discrets, ils ont certains pouvoirs, mais il n'y a pas de la magie à outrance, ça pète pas des sortilèges partout, c'est pas le truc complètement délirant qu'on peut voir dans des scènes, ça reste presque de la low fantasy, je pourrais dire. Et en fait, on va déplacer ces personnages sur une carte qui va grandir au fur et à mesure qu'on la découvre, et en même temps, on va devoir essayer d'atteindre des objectifs qui nous ont été fixés par l'application. Et ce qui est vraiment malin, c'est que je sais pas à quel point c'est poussé, mais en fait, l'appli est censée générer des scénarios un peu aléatoires et vous proposer des campagnes qui vont avoir des embranchements différents. Donc a priori, vous n'êtes pas censé avoir la même histoire à vivre qu'une table qui jouera avec les mêmes personnages de base. Donc rien que ça, je trouve ça dingue, parce que ça mélange aussi le côté un peu random qu'il y a dans les jeux comme Discover ou Keyforge, mais avec un côté tout se suit, c'est hyper naturel, c'est hyper bien écrit. Et un truc, mais vraiment incroyable que j'ai vu, c'est que la musique dans l'application est juste dingue. C'est des musiques, je connaissais pas du tout, donc ils ont pas repris les musiques du Seigneur des Anneaux, je pense qu'ils ont fait composer ça spécialement pour le jeu, et c'est hallucinant comme c'est pas une musique d'ambiance, ça va vraiment au-delà, on est carrément une musique qui vous enveloppe, qui vous met vraiment dans un autre monde et c'est assez incroyablement bien fait. Donc voilà, un énorme coup de cœur, même si c'est une grosse boîte, elle coûte quand même 100 balles, enfin je sais pas combien on pourrait dire en dollars canadiens, mais 100 €. Et c'est hyper satisfaisant de se dire, bah ok, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de sous, mais j'ai une aventure qui va durer des plombs et ça va être génial et je vais pouvoir rejouer plein de fois. Il y a déjà plein de campagnes qui sont, toute une campagne qui est faite et une deuxième qui est bientôt disponible. Donc voilà, je me sens pas du tout volée et c'est mon énorme coup de cœur du mois. Voilà, sinon c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Et mon coup de cœur pour le mois de mai, en fait c'est pas un jeu, c'est une extension, c'est l'extension Barricades pour Thunderstone Quest. Si vous connaissez déjà Thunderstone, ben, c'est un deck building relativement classique. On a un marché, la version Quest rajoute une espèce de donjon dans lequel on va se promener à l'intérieur pour aller combattre des monstres. C'est un jeu qui est compétitif à la base. On va avoir différentes ressources, de l'argent qu'on va servir pour recruter de nouvelles cartes, de la lumière qu'on va produire avec des torches pour pouvoir aller de plus en plus profondément dans le donjon pour vaincre des monstres plus puissants et accumuler de l'expérience. Puis l'expérience va se traduire en points de victoire à la fin de la partie. On peut s'en servir aussi pour améliorer nos cartes. Et tout le tralala qui vient avec le Thunderstone qu'on connaît. Barricades transforme tout ça en mode coopératif. Fait que là, tous les joueurs vont collaborer ensemble, tous les joueurs vont prendre une phase de village, vont prendre une phase de donjon à tous les tours de jeu
Pendant la phase de village, on peut se consulter pour savoir ce qu'on veut acheter. Fait qu'on se coupe plus l'herbe sous le pied, on collabore ensemble. Fait que moi, je vais partir avec les guerriers, toi, tu vas partir avec les machines, l'autre va partir avec les roubleurs. Dans la phase de donjon, c'est encore plus le fun parce que là, on peut former ce qu'on appelle un party. Puis là, on peut mettre nos lumières en commun, on peut mettre notre monnaie en commun, on peut mettre notre force d'attaque en commun pour aller combattre des monstres. Ou on peut partir chacun de notre bord pour s'ouvrir un chemin pour que toi, tu aies tué le monstre qui bloque le deuxième étage, qui permet à l'autre joueur de se rendre au troisième étage. Puis aller tuer le boss. Il y a un boss qui cumule une espèce de ressources qui vient attaquer le village à tous les tours de jeu, puis il faut combattre ces monstres-là pour minimiser les dégâts qu'il va faire. On va tirer des jetons dans un sac, ça va bloquer graduellement les différents espaces qui sont dans le village, et si tous les espaces sont bloqués, ben, ça détermine que le village a été détruit puis on a perdu la partie. Selon le nombre de joueurs, il faut réussir à aller battre le boss une couple de fois, selon le nombre de joueurs qu'on a pour remporter la partie avant qu'il détruise le village. Fait que ça change pas les règles en tant que tel, le jeu reste le même, mais ça le transforme de façon coopérative. Fait que ça fait un petit peu ce que les Crysis ont fait pour DC. Ça transforme un jeu compétitif en jeu coopératif et de très belle façon. Donc, si vous aimez Thunderstone Quest et vous aimez les jeux coop, c'est sûr que vous allez adorer Barricades pour Thunderstone Quest. Bonjour tout le monde, merci David de me donner l'occasion de partager mon coup de cœur de mai 2019. Il ne s'agit pas du jeu du Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, pour lequel je vous réserve une critique très prochainement sur ma chaîne. Je vais plutôt y aller avec Siege Storm, donc un jeu de Awaken Realm qui nous arrive avec un jeu de cartes. On est habitué de les connaître avec des jeux beaucoup plus complexes, avec des figurines telles This War of Mine, Tintin Grail qui s'en vient. Et là, on nous arrive avec un jeu de cartes d'affrontement, donc un jeu un peu à la Keyforge que plusieurs connaissent d'entre vous. Par contre, ici, on ajoute un mode qui est un mode soit coopératif, soit solo, en affrontant un boss, une série de cartes, très bien fait, très bien amené, très belle difficulté. J'ai joué dans tous les modes et j'ai vraiment apprécié mon expérience de jeu. Donc, je tenais à vous le partager. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ma vidéo. 1 à 2 joueurs, partie rapide de 20 à 30 minutes. Belle découverte pour moi. Alors, c'est ma suggestion pour le mois de mai 2019, Siege Storm. Salut tout le monde. Salut les gamers, pour ma part, mon coup de cœur pour le mois de mai 2019 sera aussi une énorme boîte, le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Donc j'ai joué presque toute la campagne pendant le mois de mai, donc j'ai joué une douzaine de scénarios. Il me reste le scénario final à faire pour savoir si on va gagner la campagne ou pas. J'ai rejoué aussi le premier scénario 3 fois pour le montrer à d'autres groupes de joueurs, puis voir un peu la différence entre les scénarios d'une partie à une autre, donc les espèces de quêtes secondaires qui sont générées aléatoirement, qui fait que même si je joue le scénario 1 plusieurs fois, ben, ma partie va être différente, on n'aura pas la même carte, même si la quête principale reste la même, on va avoir quand même du changement, fait que ça peut ajouter un petit peu à la rejouabilité du jeu. J'ai hâte de voir où le jeu va nous emmener, les nouvelles campagnes qui vont sortir, les extensions, donc je pense que c'est un très bon système de base, une belle synergie entre l'application et le jeu de société. L'application simplifie de beaucoup la partie, donc gère tous les petits problèmes, les petites choses techniques, donc c'est vraiment agréable à jouer, donc vraiment une belle réussite pour ça, pour l'intégration d'une tablette et d'une application mobile pour gérer le jeu. Le petit côté aussi évolutif des personnages qui est intéressant, on améliore notre deck, on va acheter des nouvelles cartes avec notre expérience, on va améliorer nos objets avec les connaissances qu'on va ramasser dans les petites quêtes secondaires justement, d'un scénario en scénario. On a aussi la possibilité de changer de classe entre les scénarios si jamais une classe nous intéresse moins, on va en essayer une autre, donc il y a quand même beaucoup de possibilités. Je n'étais pas très convaincu de la mécanique de cartes pour faire les tests, mais finalement j'ai appris à l'apprivoiser, à l'apprécier avec le temps, mais je dirais que ça m'a au moins pris 4-5 parties pour vraiment commencer à aimer cette mécanique-là, puis de voir un peu son potentiel, puis de connaître justement son personnage, ses forces, la synergie de notre équipe aussi. Donc moi, dans mon groupe, on a Aragorn, on a Gimli, on a Legolas, donc on a une équipe qui est très équilibrée, on connaît les forces de chacun, donc là on est plus efficace comme ça, donc la coopération est vraiment intéressante aussi dans le jeu, donc ça a été vraiment une superbe expérience de jeu pour moi, là, le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, qui se mérite mon coup de cœur pour le mois de mai 2019.
Merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices d'avoir encore une fois pris du temps pour partager votre coup de cœur avec la communauté des jeux de société. On aimerait ça connaître votre coup de cœur à vous à la maison qui nous écoutez. Donc laissez-nous en commentaire quel était votre coup de cœur pour le mois de mai 2019. Donc même si on est un petit peu tard dans le mois de juin, on n'avait pas oublié de faire le segment. C'est juste que j'étais assez occupé avec notre événement des MIP Olympiades qui a eu lieu au début du mois. Donc ça a pris beaucoup de notre temps, mais ça a fait un gros succès. Une très très belle journée où on a vraiment rencontré des gens merveilleux, des gamers passionnés avec qui on a discuté, on a échangé. Puis vraiment la fierté de voir les gens remporter les médailles dans la compétition, puis le respect qu'il y avait entre les joueurs lors de l'événement. Ça a vraiment été une journée magique. Donc on espère vous y voir l'année prochaine au MIP Olympiade de Sorel-Tracy. Et pour l'instant, on va se laisser là-dessus. On va se revoir le mois prochain pour un prochain coup de cœur. Et là, on va être en vacances. Donc l'année scolaire achève. Donc on va être en vacances pour le prochain coup de cœur. Et je vous souhaite d'ici ce temps-là une excellente fin de journée et continuez de gamer.